9 octobre 1967. Malgré son assassinat en catimini, ses mains coupées et l'enfouissement de son cadavre à la va-vite au bord d'une piste d'aérodrome, rien n'y a fait. Che Guevara est devenu l'un des plus grands mythes du XXe siècle. À peine la nouvelle de sa mort connue, la jeunesse descend partout dans la rue pour brandir son portrait, faisant de son image aujourd'hui la plus célèbre et la plus reproduite à travers le monde. Pour comprendre la naissance de son mythe, il faut suivre le Che presque pas à pas, dans la dernière partie de sa vie, celle qui commence avec son débarquement à Cuba comme simple médecin de l'armée rebelle emmené par Fidel Castro. Il faut l'accompagner dans les arcanes du pouvoir, au lendemain d'une révolution qui fut la première à être entièrement filmée. Et de Pékin à Alger, de New York à Moscou, saisir les raisons pour lesquelles son image a pu devenir une arme dans une bataille internationale de communication, en plein milieu de la guerre froide. Il faut comprendre enfin dans quelle perspective et au service de quel idéal c'est le Che lui-même, presque envers et contre tous, qui n'a eu de cesse de construire le mythe qui devait lui survivre. Quand, donc, et comment la légende du guerriero héroïque a-t-elle vu le jour? Quel usage le théoricien socialiste entendait-il faire de sa statue? Et comment Ernesto Guevara a-t-il pu finir par être pris au piège de son image? À Cuba, tout commence toujours dans la Sierra Maestra. 10 ans, presque jour pour jour avant la mort du Che, un journaliste effectue un reportage sur la guerre de guérilla que Fidel Castro et une poignée de révolutionnaires mènent contre le régime dictatorial de Fulgencio Batista. Il veut donner la parole à quelques combattants. L'un d'eux attire son attention. Cheveux courts, casquette vert olive, visage juvénile et appareil photo en bandoulière. Il n'a pas encore les attributs qui le rendront bientôt célèbre, mais il a 29 ans. Il est médecin de formation et ses compagnons le surnomment déjà Che à cause de ce tic de langage propre aux Argentins qui s'interpellent familièrement de cette manière. C'est l'acte de naissance médiatique de Che Guevara. Cette archive est connue. Mais on omet souvent de noter que dans cette première apparition, le Che décide de se présenter au peuple cubain et au monde en faisant d'abord une critique des médias. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Le montage coupe ici et ne permet pas d'entendre les raisons profondes de son engagement, ni le projet révolutionnaire global des guerrilleros. Car si le Che a choisi de rejoindre leur folle équipée, c'est parce qu'il sait que le gouvernement de Fulgencio Batista, qui impose sa dictature à la petite île, est fantoche. Et que Cuba, situé à seulement 90 miles des côtes de Floride, vit totalement sous la coupe des États-Unis d'Amérique. Depuis 50 ans, la perle des Caraïbes est en effet à la fois leur terrain de jeu et leur jardin des plaisirs, mais aussi leur principale source d'approvisionnement en sucre,
et à Guantanamo l'une de leurs bases militaires stratégiques. En menant leur guérilla ici, Che Guevara et les révolutionnaires cubains s'imaginent qu'ils pourraient non seulement permettre le triomphe d'une révolution sociale sur l'île, mais en imposant une première défaite à la puissance impériale américaine, ouvrir encore la voie à l'émancipation de tous les autres pays du sous-continent latino-américain. En attendant, Fidel Castro, qui l'a nommé commandant, charge Che Guevara de développer certaines infrastructures essentielles à la guérilla. Toutes les tâches que l'on confiait au Che, c'était parce qu'il était le meilleur. Et aussi parce qu'il s'était illustré en tant que chef dans le combat. En tant que commandant, il dirigeait une région autonome dans les montagnes. Il y avait créé énormément de choses. Ça allait de la fabrication et de la réparation de bottes à la confection d'uniformes, la construction de fours à pain ou des travaux agricoles avec les paysans. Tout ça dans la perspective d'avoir une réelle autosuffisance. Et c'est pour ça qu'il a créé aussi son propre organe de presse. Le Che a créé en 1958 Radio Rebelde. Et il a pu briser le monopole médiatique de la dictature de Fulgencio Batista par des moyens très artisanaux. Ça a été peut-être le premier réseau social de l'histoire. Aquí Radio Rebelde transmitiendo desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre de Cuba. Aquí Radio Rebelde desde la Sierra Maestra, territorio libre de Cuba. Il était conscient depuis le début que le médium, c'est le message, et qu'il faut en être propriétaire. Appelez ça une arme de propagande ou une arme médiatique. Ce qu'il voulait, c'était informer et impliquer le peuple. Il ne fallait pas que la guérilla soit refermée sur elle-même. Le rôle de Radio Rebelde est essentiel dans les derniers instants de la lutte. Sur ces ondes, Fidel Castro peut en effet lancer au pays le 1er janvier 1959 un grand appel à la grève générale et proclamer ainsi le triomphe de la révolution. Aux yeux du peuple cubain, il est la figure de proue des insurgés. Loin de l'image solaire qui sera faite de lui plus tard, le Che reste encore dans l'ombre. Et même s'il apparaît sous les flashs des journalistes désormais ralliés à l'armée rebelle et devant les caméras, amalgamant tous les signes distinctifs qui deviendront ceux du guerriero dans la mythologie populaire, tenue militaire, cigare à la bouche, béret noir, barbe longue mais éparse et chevelure tombante, son visage demeure méconnu. Au moment de l'entrée des troupes de guérilla et de guerrilleros à La Havane, très peu de monde connaît Che Guevara. Très peu. Au début de l'année 1959, les gens, à La Havane et ailleurs, se demandaient qui était cet homme, ce Che, ce qu'il voulait, et pourquoi il était dans les rangs de l'armée rebelle. C'était la première fois qu'il mettait un pied à La Havane. Ça paraît simple à dire, mais c'est quelque chose de complexe. Car il était en première ligne de la révolution, alors qu'il ne connaissait absolument pas la situation à laquelle il allait faire face. La situation ici ne ressemble pas en effet à celle que le Che a pu connaître dans les montagnes orientales. La Havane n'a rien à envier aux capitales des pays développés. Bien sûr, la ségrégation s'affiche sur les murs et la prostitution reste une industrie de masse. La misère est extrême dans les couches les plus basses de la population et les enfants des rues sont légion. Mais alors que l'électricité est quasiment absente du reste de l'île, les infrastructures de la capitale sont parmi les plus modernes du Nouveau Monde. La classe moyenne y bénéficie de tout un réseau téléphonique. Il y a un opéra, de nombreux théâtres et des dizaines de cinémas. On y trouve surtout l'un des équipements audiovisuels les plus développés d'Amérique latine. Dans cette mégalopole de plus de 1 million d'habitants, presque tous les foyers ont un poste de télévision.
C'est depuis cette ville dans laquelle le Che est l'un des premiers à entrer que le grand changement doit commencer. Il y avait cette idée de tout révolutionner. Et les médias devaient jouer un rôle important dans cette perspective. Il pensait que la révolution avait besoin d'avoir ses propres médias, débarrassés des intérêts privés, occidentaux et bourgeois. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la première mesure mise en place par la toute jeune révolution est, on le sait, la création de l'ICAIC, le Centre national du cinéma cubain, qui produit notamment les fameux noticieros, ces programmes d'information à la manière des actualités pâtées, qui sont diffusés avant les films dans toutes les salles de cinéma de l'île. Mais on connaît moins la part directe que Che Guevara prend dans la réorganisation des autres grands médias cubains. 15 jours seulement après le triomphe de la Révolution, il fonde entre autres Prensa Latina, la nouvelle agence de presse cubaine, qui doit pouvoir rivaliser avec les principales banques d'information nord-américaines et faire résonner ainsi la voix des révolutionnaires dans le monde. Et ce n'est pas tout. Depuis leur arrivée à la Havane, les regards de Che Guevara et de la direction révolutionnaire se sont posés aussi sur le vaste réseau télévisuel cubain qui permet de pénétrer directement dans les foyers. Et en attendant de les nationaliser, ils décident déjà de les renommer. Après la radio rebelle, voici donc la télévision Révolution. Lorsque Fidel Castro et lui sont arrivés, c'était le tout début de la télévision. Et ils étaient très conscients que la télévision était le nouveau médium et qu'elle avait le pouvoir de transformer les choses. Radio, presse, télévision, forte de tout cet arsenal, la révolution cubaine va pouvoir livrer sa première grande bataille contre l'ennemi américain. Une bataille de communication. Car c'est dans les médias et autour des nouvelles fonctions de Che Guevara que vont se concentrer d'abord les attaques. Il est nommé procureur suprême de la Cabaña et doit superviser la mise en place des tribunaux révolutionnaires. Le travail du Che était sans conteste le plus important. Il devait protéger la révolution dans cette nouvelle phase. Et cela passait par les procès, les cours martiales et dans certains cas par des exécutions. Il était peut-être perçu comme rigide et dur, mais c'est surtout qu'il avait un comportement éthique. Et c'est ce qu'on attendait de lui, car on a un peu oublié qu'à cette époque, la société cubaine réclamait justice. Il faut se souvenir que la brutalité et la corruption que le régime de Batista, soutenu par les États-Unis d'Amérique, a imposé pendant des années à la population cubaine, ont laissé de profondes meurtrissures. Accompagnés par les caméras, les enquêteurs découvrent les instruments de torture utilisés dans les geôles de l'Ancien Régime et révèlent au monde la gravité des crimes de la dictature. Implements of torture are put into evidence. Tools to tear back the fingernails and perform even more brutal forms of torture. Some cannot be shown. Ça a été une dictature sanglante, féroce, qui a duré de 1952 à 1959, qui a coûté la vie à 20 000 personnes. À cette époque, les crimes de la police et de l'armée n'étaient pas condamnés. Et il n'était pas rare de trouver de jeunes gens assassinés au bord des routes. Donc la justice révolutionnaire se devait d'être implacable avec les responsables de crimes. Dans la forteresse militaire qui surplombe la baie de la Havane, sous l'œil des caméras, près de 2000 personnes sont arrêtées et emprisonnées. Che Guevara forme des tribunaux révolutionnaires semblables aux cours de justice au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et des condamnations à mort sont prononcées, comme ici celle de Cornelio Rojas, le chef de la police de Santa Clara. Ces images diffusées à la télévision impressionnent. Des rumeurs commencent à courir. La presse étrangère s'alarme. Elle dénonce les procès expéditifs et parle de milliers d'exécutions sommaires. Le Congrès américain demande une enquête. Devant les médias, Che Guevara passe du rôle de procureur à celui d'accusé. On parle de milliers d'innocents tués,
On le décrit comme un sadique ou un tortionnaire. Rien de tout ça n'est vrai. Contrairement à ce qu'on a pu raconter, il n'y a pas eu de bain de sang avec des centaines de morts chaque jour. C'est vrai que certains procès ont été clairement expéditifs et ont focalisé l'attention. Un procès expéditif qui débouche sur une condamnation à mort suscite toujours, à raison, beaucoup d'inquiétudes. Les pouvoirs impérialistes utilisaient cela pour attaquer la révolution, pour en dresser un tableau très noir et faire croire qu'il s'agissait d'exécutions arbitraires, alors que c'était le contraire. Pour répondre à la désinformation, on fait publier dans les journaux les images des victimes de la dictature de Batista et la liste précise des noms des 200 condamnés à mort. Mais les attaques redoublent. Fidel Castro décide alors de convoquer le peuple en masse et défie les médias nord-américains au micro de la presse internationale. Iban a aplastar en el campo de la opinión pública, se han encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Cette guerre médiatique aura pour nom de code à Cuba Opération Verdad, l'opération Vérité. Afin de prouver au peuple et au monde que ces procès respectent les droits de la défense et que les accusés sont bien coupables, Fidel Castro demande à Che Guevara d'organiser l'espace d'une seule journée, le 22 janvier 1959, un procès géant. C'est sur la piste du Palais des Sports devant 17 000 Cubains que se déroule au milieu d'une ambiance extraordinaire le premier de ces procès. Prensa Latina et la télévision Révolution sont mises à contribution. Elles couvrent l'événement, le diffusent en direct et transmettent les images aux plus de 400 journalistes venus du monde entier. Séance dramatique au cours de laquelle l'audition des témoins atteint parfois au tragique. Voici parmi eux un enfant de 12 ans. Il désigne l'accusé. Il a tué mon père. La foule hurle, tuez-le. Quelques heures plus tard, Blanco était exécuté. Mais la polémique se déplace du scénario vers la mise en scène. On reproche aux Cubains d'avoir organisé de nouveaux procès de Moscou. Pour les Occidentaux, cela pouvait ressembler à des simulacres de procès ou à des tribunaux fantoches, un peu comme les jeux du cirque à Rome, avec toute cette foule qui hurlait. Cette première bataille médiatique est perdue. Elle vaut à Che Guevara d'être un peu mieux connu, mais sous un nouveau surnom que lui attribuent alors les contre-révolutionnaires. On l'appelle le boucher de la Cabana. Fidel Castro suspend les procès. Le Che voulait continuer, mais Fidel Castro a senti que le risque politique était trop important. Et donc, il y a mis fin. Fidel Castro nomme Che Guevara à un poste moins exposé médiatiquement, mais tout aussi important dans la marche de la révolution. Il devient directeur de la Banque nationale de Cuba. Étrange nomination que celle du médecin guerrillero à la tête d'une institution monétaire et financière. Ses premiers actes symboliques peuvent d'ailleurs faire sourire. Il contribue cependant à le faire connaître sous un jour plus favorable. Il signait uniquement Che sur les billets de banque. Je crois que c'était une manière d'exprimer son mépris pour l'argent. Certains y ont vu une forme de mépris pour l'argent. Mais il était déjà connu sous le nom de Che, c'est comme ça qu'on l'appelait à Cuba. Et le Che, ce n'était pas Ernesto Guevara de la Serna, c'était le Che. Peut-être a-t-il décidé d'assumer ce qui était pour lui son nom de guerre, son nom de combat, son nom civil à Cuba, Che. Parlant lui-même de son comportement comme président, il dit « Je suis plutôt un guérillero qu'un président de banque ». Donc c'est comme guérillero qu'il se comporte au coup par coup, essayant de combattre l'ennemi. Bon, l'ennemi étant l'impérialisme, à un premier moment. À cette époque, la Banque nationale était un super ministère, un super secrétariat économique. Elle était en charge non seulement de l'émission de la monnaie, mais aussi de leurs flux, des transferts internationaux, du contrôle des ressources du pays, des achats extérieurs, de l'autorisation des importations. C'était un ministère technique, une banque finalement.
dans laquelle étaient prises de grandes décisions concernant l'économie cubaine. C'était donc une position cruciale. Ce rôle central attire sur lui le feu des projecteurs. Et si on le devine encore dans l'ombre de Fidel Castro, au moment de signer la nationalisation des banques nord-américaines, c'est lui qui devient la vedette des reportages quand, afin d'échapper aux premières mesures de rétorsion économique de la part des États-Unis, des accords avec les grandes puissances socialistes sont passés. Ce banquier qui fume bien le cigare, mais reste en tenue de combat, interloque évidemment ses homologues et la presse étrangère. Mais Che Guevara n'est toujours pas un héros national. Personne pour brandir son image le 1er mai 1960 sur la place de la Révolution. Bien qu'il n'y ait pas de culte de la personnalité à Cuba, le peuple préfère sculpter des bustes de José Martí, le père de la patrie cubaine, arborer des portraits de Camilo Cienfuegos, lui aussi commandant de la Révolution, ou plus rarement, et pas toujours à son avantage, celui de Fidel Castro. Nulle trace du fameux portrait du Che sur ce mur. Et pourtant, en ce jour de fête des travailleurs, la photo que tout le monde connaît aujourd'hui a déjà été prise depuis 2 longs mois. La Coubre, un navire français, explose dans le port de La Havane. Ce bateau avait été amarré à l'un des quais de la vieille ville de La Havane, dans la baie, et il a explosé. Il y a même eu 2 explosions. Plus de 100 personnes ont été tuées. Elles ont été vaporisées. Les regards des autorités cubaines se tournent immédiatement vers la CIA. Car ce n'est pas seulement une guerre médiatique que mènent depuis le début les États-Unis d'Amérique contre la Révolution. Dès 1959, les États-Unis ont entrepris une guerre clandestine, une guerre paramilitaire clandestine contre Cuba. Il ne s'est pas passé un jour sans que des groupuscules armés, organisés, financés par la CIA ne fassent exploser des bombes, ne fassent dérailler des trains. L'antenne de la CIA à Miami était la plus grande du monde, avec des centaines d'employés. Et à l'époque où Cuba était encore accessible, aussi bien des États-Unis que du reste du continent américain, la CIA infiltrait des agents. Les sièges de la télévision et de l'ICAIC, le centre du cinéma cubain, sont tout proches. Les caméramens sont parmi les premiers à arriver sur les lieux. Leurs images, sur lesquelles on devine Che Guevara, qui s'était rendu sur place lui aussi, font le tour du monde. C'était un événement très important. Le jour suivant, Che, Fidel et Raúl Castro, Sartre et Simone de Beauvoir, qui étaient eux aussi à La Havane, ont rejoint la marche. Et ils ont défilé sur l'avenue près des quais. Ils se sont pris par la main, on les a pris en photo à ce moment-là. Et un peu après, ils sont montés sur scène. Et ils ont parlé face à la foule qui s'était rassemblée. Parmi les photographes présents à l'angle des rues 23 et 12 dans le quartier du Vedado, où une tribune a été dressée pour que Fidel Castro prononce un discours, Alberto Díaz Gutiérrez, dit Alberto Corda, effectue un reportage pour la revue Révolution. Corda est un grand photographe qui venait du monde de la publicité. Il prenait des photos de la tribune et il raconte comme ça que tout d'un coup il a senti, ce sont ses mots, que l'image du Che soudain est entrée dans l'objectif. Il a eu un réflexe, il a pris la photo. Il a ressenti comme un frisson, et là, il a appuyé. La photo qu'il a prise à ce moment-là est cette image extrêmement célèbre, dans laquelle on voit le Che qui semble regarder l'histoire elle-même. C'est l'image du révolutionnaire implacable, qui regarde
par-delà le présent. C'est une image complètement hiératique. On y voit de la puissance, de l'énergie et de la détermination, et en même temps une très grande beauté physique, comme s'il s'agissait d'une annonce prophétique. La révolution. On y voit la révolution et le romantisme révolutionnaire, ça qu'on voit. Cette photo, à laquelle Cordat donne le titre de guerriero héroïque, ne devient pas aussitôt célèbre pour autant. Elle est trop floue, et le journal Révolution lui préfère celle de Sartre et Simone de Beauvoir, qui sont à l'époque bien plus célèbres que le Che. Mais contrairement à une légende tenace, la photo ne dort pas au fond d'un tiroir pendant des années. Sans que personne ne la remarque vraiment, on la retrouve plusieurs fois dans sa forme définitive, comme ici, en bas de page, dans le journal Révolution, pour annoncer une conférence publique donnée par le Che. Et pourtant c'est bien à cette époque que la figure du Che émerge. Mais on le doit moins à cette photo qu'à la couverture des grands médias occidentaux, qui sont les premiers à se focaliser sur lui. Des photographes français comme Henri Cartier-Bresson, mais aussi des reporters nord-américains, viennent à la Havane et sont frappés par la beauté gracile du Che. Il était d'une beauté spectaculaire. On ne pouvait pas le quitter du regard quand on le voyait. Voilà le genre de charisme qu'il avait. C'était d'une telle intensité, avec cette apparence physique qui impressionnait les gens. Entre deux publicités et un reportage de mode, les portraits du Che s'étalent dans les pages intérieures des hebdomadaires nord-américains. Mais à côté d'un Fidel Castro qui reste encore très populaire aux États-Unis aussi et semble relativement modéré, et alors que la révolution cubaine ne s'est toujours pas proclamée socialiste, c'est surtout, en cette période de guerre froide, pour agiter des chiffons rouges que la propagande réactionnaire commence à mettre en avant la figure du Che. Le prestigieux Time Magazine lui consacre rien moins que sa une et affirme qu'il est le cerveau de la révolution. Et des dizaines de documentaires sont produits pour dénoncer son influence, presque méphistophélique. Che Guevara has now worked himself into one of the top spots in the 26th of July movement and exercises a Rasputin-like influence over Castro. He hates the United States. C'est une façon très américaine de dire les choses. Cette expression, le cerveau de la révolution, aurait certainement fait tiquer le Che. Car c'est un point de vue très peu marxiste, et c'est méconnaître ce qu'est un processus révolutionnaire. Mais c'est vrai que le Che, par sa formation théorique et sa capacité de discipline et d'étude, était devenu essentiel à la direction politique et économique de la révolution. Et en pratique, il assumait de plus en plus de fonctions. Alors qu'on le veuille ou non, il était peu à peu devenu l'une des personnalités avec le plus de pouvoir et le plus de responsabilités au sein de la révolution. Dénoncé à l'Ouest en plein milieu de la guerre froide comme un dangereux bolchevique, Che Guevara commence naturellement à intéresser à l'Est. D'autant plus que depuis le 20e congrès du Parti communiste et la dénonciation par Khrouchtchev du culte de la personnalité et de ses conséquences en URSS, on cherche à inspirer le peuple avec de nouvelles figures. On avait bien essayé avec Raúl Castro, qui était très tôt venu en URSS et avait pour lui d'être le frère de Fidel. Mais il faut reconnaître qu'il manquait alors un peu de charisme. On veut donc rencontrer ce nouveau personnage. Lors de son voyage, on lui fait le grand jeu. On l'expose et on le filme. On lui consacre de nombreux reportages. La séduction est réciproque. L'Union soviétique avait envie de s'approprier la révolution cubaine. Et c'était une manière de donner au Che et à Cuba l'illusion que la patrie mondiale du socialisme était aussi la mère patrie du socialisme cubain. Наступил великий праздник 43-й годовщины Октябрьской революции. Приветствуя руководителей советского правительства, москвичи обращали слова дружбы к посланцам героической Кубы. Cette exposition permet à Che Guevara de devenir une véritable figure dans le camp socialiste et dans les pays du tiers-monde. Il enchaîne les déplacements. En Indonésie, en Chine où il rencontre Mao, en Corée du Nord où il est reçu comme un chef d'État par Kim Il-sung, ou un peu plus tard en Algérie, dont les Cubains
et Che Guevara tout particulièrement, ont soutenu le Front de Libération et où le peuple désormais souverain l'accueille comme l'un des siens. Vive la République argélienne démocratique et populaire et son gouvernement révolutionnaire. Vive l'armée nationale populaire. Venceremos. Le fait qu'il ne soit pas cubain, bien qu'il ait été naturalisé, jouait aussi en sa faveur. Cela montrait que Cuba était capable de dépasser le concept de nationalité et apparaissait ainsi comme le creuset de la solidarité internationale. On peut dire qu'il cochait aussi cette case en quelque sorte. Mais c'est encore à Cuba que Che Guevara, qui a entre-temps été nommé ministre de l'Industrie, est devenu très populaire. Non pas parce qu'il a fait le tour du monde, ni parce qu'il joue un rôle important dans l'humiliation faite aux Nord-Américains en avril 1961 lors du débarquement manqué de la baie des Cochons. Pas plus parce qu'il aurait été particulièrement mis en lumière au moment de la crise des missiles en octobre 1962. Dans ces deux derniers événements, c'est toujours Fidel Castro qui reste sous le feu des projecteurs. Non. S'il devient une figure, c'est parce qu'il occupe à Cuba le centre d'un débat économique qui accapare alors tous les médias et met aux prises les tenants d'un stalinisme pur et dur que l'on appelle par pudeur des communistes orthodoxes et le nouveau ministre de l'Industrie. On n'avait pas vu un débat comme celui-ci dans un processus révolutionnaire depuis les années 20, quand Lénine était encore actif. Le débat était public dans les revues, etc. Bon, chacun défendait ses positions avec un respect mutuel, mais bon, il y avait une polémique. Pour saisir les tenants et les aboutissants de ce débat et comprendre comment il a pu amener Che Guevara à se mettre en scène, il faut savoir que la période est critique. Les États-Unis viennent de redoubler leurs agressions militaires de mesures économiques exceptionnelles. L'un des plus durs et plus longs embargos de l'histoire a commencé pour l'île. Les manques se font sentir aussitôt et se répercutent depuis les entreprises qui n'ont plus de matières premières à transformer jusqu'à la population pour laquelle doit être mis en place un carnet d'approvisionnement qui garantit le minimum vital. L'effet sur le moral d'une partie du peuple, peut-être fatigué par 3 ans de révolution, est catastrophique. L'absentéisme s'accroît dans les entreprises et la bureaucratie paralyse lentement l'activité. Ce cycle est infernal. La question qui se pose alors au ministre de l'Industrie est de savoir comment, dans ce contexte, encourager le peuple à poursuivre ses efforts. C'est la question, est-ce qu'il faut appliquer les méthodes de gestion de l'économie soviétique qui, depuis l'époque du stakhanovisme, partait de l'idée qu'il faut convaincre les travailleurs de travailler plus pour gagner plus. Bon, ça crée de la concurrence entre les travailleurs et ça crée une couche de travailleurs privilégiés par rapport aux autres, etc. Bon, tout ça, Guevara rejette, il ne veut pas de ça. Il était en faveur des stimulants moraux, qui sont à l'opposé des stimulants matériels. Ces stimulants devaient permettre de créer le nouvel homme socialiste et faire aboutir ainsi le processus révolutionnaire cubain. Il fallait développer cette conscience révolutionnaire. L'altruisme devait prendre le pas sur l'individualisme. La solidarité devait remplacer l'égoïsme. La satisfaction du devoir accompli, donc la récompense morale, doit occuper une place plus importante que la récompense matérielle. Car pour le Che, ce qui se joue dans ce débat à Cuba ne se limite pas à la résolution d'une crise économique plus ou moins passagère. C'est l'avènement même d'une nouvelle humanité, débarrassée des restes de l'individualisme et du capitalisme, qui serait la seule à même de construire le communisme véritable, qui est en jeu. Il multiplie les discours et les passages à la télévision.
Para todos los que en el frente del trabajo han demostrado su espíritu de sacrificio, su espíritu comunista, su nueva actitud frente a la vida, debe valer siempre la frase de Fidel que ustedes insertaron en uno de los palcos de este recinto. Los que fuimos en las horas de mortal peligro, sepamos serlo también en la producción. Sepamos ser trabajadores de patria o muerte. Mais afin de convaincre le peuple de la justesse de ses idées, plutôt que de débattre sans fin et de lancer éternellement de grands appels, Che Guevara décide de mettre en pratique ses idées. Et lui qui a toujours cru à l'émulation, de montrer l'exemple. Dès le début, en tant que dirigeant, il a toujours donné l'exemple. Il n'a jamais demandé à qui que ce soit de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Pour pouvoir être exigeant avec le peuple, et le Che était exigeant avec les Cubaines et les Cubains, il leur demandait de travailler beaucoup, d'étudier beaucoup, d'être prêt à défendre la patrie. Pour pouvoir être exigeant, il faut disposer de l'autorité morale et de la légitimité nécessaires. Et on ne peut acquérir cette autorité morale et cette légitimité qu'en prêchant par l'exemple. C'est surtout dans le travail volontaire, qui est réalisé de manière bénévole, sur son temps libre, en plus de son travail quotidien et de ses autres tâches, et qui est selon lui l'école de l'homme nouveau, que Che Guevara donne l'exemple. Une image valant parfois mieux que de longs discours, il laisse venir à lui les caméras. El comandante Ernesto Guevara, ministro de Industrias, se destaca en el trabajo voluntario, en el que participan 1.500 trabajadores que han producido 40.450 metros de telas en 9.090 horas, además de la labor de reparación de los telares y limpieza de las máquinas. Et voilà comment, pendant 2 longues années, s'étalent sur tous les écrans ces images d'un ministre payé un salaire de secrétaire, ne bénéficiant d'aucun avantage, qui en plus les samedis et les dimanches montre encore l'exemple en coupant la canne, en montant des murs, ou en tissant des étoffes, et s'efforce d'être à la ville comme à la scène, le vivant reflet de l'homme nouveau. On ne peut pas dire qu'il posait, mais il autorisait les photographes à le suivre. Il était tout à fait conscient que cet aspect était primordial pour la Révolution. S'il voulait pouvoir demander aux autres de faire certaines tâches, de se consacrer corps et âme à la Révolution, il devait le faire lui aussi et montrer qu'il le faisait. Aucune vanité ici, point de mise en scène. Ces images n'ont pas pour vocation de bâtir une nouvelle idole, d'élever un quelconque culte de la personnalité, ni même de faire plus simplement de la communication, comme on appelle aujourd'hui la propagande de basse intensité. Le ministre de l'Industrie participe aux efforts du peuple et ne se ménage pas. C'est de l'information. Car quand les caméras s'arrêtent de tourner, le Che, lui, continue. Le Che a débarqué au port de la Havane et il a commencé à aider à décharger un bateau. Tous les Cubains autour de lui étaient convaincus qu'il allait faire ça quelques minutes et ensuite vaquer à ses occupations, poursuivre son chemin. Et quelle a été leur surprise lorsqu'ils se sont rendus compte que le Che restait plusieurs heures et il a attendu que le dernier sac soit débarqué pour pouvoir partir. Mais à Cuba, des dents commencent à grincer. Les bureaucrates se sentent mis à l'index. Et certains dirigeants qui bénéficient de privilèges souffrent de l'ombre portée par le Che. Personne ne le reconnaît vraiment aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait beaucoup de ressentiment à l'égard du Che. À la fin, c'est Fidel Castro qui a mis un terme à ce débat, en se prononçant pour les stimulants matériels. Et ça a clos ce débat, pourtant constructif, que le Che avait avec les communistes orthodoxes et les Cubains sur la manière de faire avancer les choses. Si Che Guevara a perdu cette nouvelle bataille sur le plan économique, sur le terrain médiatique, c'est lui qui sort vainqueur. Son image rayonne.
Quand fin 1964, il est question de prendre la parole lors de la nouvelle Assemblée générale des Nations unies, c'est donc naturellement Che Guevara que Fidel Castro envoie à New York. Et le discours retransmis en direct à la télévision que Che prononce à la tribune permet soudain au grand public de découvrir cet homme qui semble incarner à lui tout seul la révolution. Le Che, en battle dress, vert olive, monte à la tribune et lance un énorme réquisitoire contre les États-Unis, contre l'impérialisme des États-Unis et une espèce de péant, de hymne à l'indépendance des pays du tiers-monde. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo. Esa proclama es patria o muerte. Il a parlé avec passion. Sa présence médiatique a été impressionnante. Oui, c'est le moment où il a été le plus exposé sur la scène internationale. C'est vraiment à ce moment qu'il a atteint l'apogée de son autorité publique. Alors le Che se transforme. Il devient non seulement un grand dirigeant révolutionnaire, mais encore un véritable leader global. Car dans ce milieu des années 60, le monde est en ébullition. En Amérique latine, la révolte gronde partout. En Afrique, près de 20 pays viennent de se libérer du joug du colonialisme. Et en Asie du Sud-Est, les combattants vietnamiens opposent une résistance héroïque aux États-Unis d'Amérique. Face à cela, l'Union soviétique, qui a opté pour la détente, laisse les révolutionnaires livrés à eux-mêmes. Cuba, et notamment Che Guevara, qui depuis le début apportent leur soutien technique et militaire au peuple en lutte et représentent un exemple, sont de plus en plus sollicités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après son discours à l'ONU, le Che enchaîne une nouvelle fois les déplacements à travers le monde. Mais cette fois en direction principalement des nouveaux États, comme c'est le cas en Afrique, dont le Che visite au début de l'année 1965 près d'une dizaine de pays. Il pensait que le nouvel homme socialiste pouvait émerger de ce mouvement extraordinaire, dans lequel de nombreux pays venaient de naître, et dans lequel un nouveau genre de socialisme était possible. Mais alors qu'il commençait à être connu de tous, qu'il pouvait enfin faire entendre la voix des peuples en lutte dans l'arène médiatique et promouvoir ses idées sur la scène internationale, comme ici à Alger, dans ce qui reste sa dernière apparition publique, et dont voici les seules images filmées, soudain, sa trace se perd. Che Guevara disparaît de la scène internationale. Voilà un ministre du gouvernement révolutionnaire qui arpentait la scène internationale, qui avait rencontré tous les plus grands chefs d'État, qui appelait à l'action en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui était associé avec toutes les luttes de guérilla autour du monde et qui soudain disparaît. Que s'est-il passé? On a souvent dit que c'est l'URSS, qu'il avait accusé d'être une puissance impérialiste comme les autres, qui aurait exigé son éviction de la direction révolutionnaire cubaine. On a évoqué à tort cette conversation houleuse de plus de 40 heures avec Fidel Castro qui aurait précipité son départ. On ne sait presque rien. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que depuis longtemps déjà, et encore plus maintenant que la révolution cubaine lui semblait consolidée, Che Guevara voulait reprendre les armes, les vraies, et poursuivre la lutte militaire contre l'impérialisme américain.
C'était imminent. Il avait ce désir de retourner sur le champ de bataille, de revenir à ce moment de pur idéalisme qu'il avait vécu tous les jours dans la Sierra Maestra, quand il vivait son idéal au quotidien. Et c'est d'ailleurs ça qui lui plaisait dans la guérilla. Pour quelqu'un qui se considère comme un révolutionnaire, c'est une expérience inégalée. Parce qu'en dehors du champ de bataille, il faut faire des compromis avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui sont vos adversaires, plus ou moins proches. Et c'est à ça que le Che essayait d'échapper. Exactement comme lorsqu'il allait faire du travail volontaire le dimanche. Il voulait retourner sur le champ de bataille, retourner sur le front et vivre par l'exemple. Et dans le mystère qui l'entoure alors, le Che se convertit peu à peu en légende. Si dans ses précédentes batailles son image était une arme, c'est désormais son absence qui constitue une menace encore plus grande. Son portrait, saisi au lendemain de l'attentat de la Coubre, n'est plus celui d'un homme, mais celui d'un spectre. Et Fidel Castro et la direction révolutionnaire l'utilisent. On l'affiche partout lors de la grande conférence tricontinentale qui rassemble tous les mouvements de lutte du tiers-monde en cette année 1966. Son surnom est sur toutes les lèvres. Los pueblos de América Latina cuentan con la experiencia, la capacidad y el talento de un hombre que se ha convertido en una de las más grandes pesadillas del imperialismo. El comandante Ernesto Che Guevara. Tout le monde sait qu'il doit être quelque part en train de se battre, et bien sûr, les services de renseignement se mettent à sa recherche. Partout où il apparaissait, il alarmait tous les services de renseignement du monde. Tous cherchaient à savoir ce qu'il faisait. Si on ne le trouve pas, c'est que son image était devenue pour lui le principal danger. Afin d'échapper à la traque, Che Guevara avait dû redevenir un anonyme. Parti au Congo d'abord, il lui avait fallu faire profil bas. Interdit de monter au front, il devait rester à l'écart pour ne pas que la couleur de sa peau n'attire l'attention des autorités. Puis en prenant la tête d'un foyer guérillero dans le sud de la Bolivie, un petit pays comparé à ses voisins, mais dans lequel, grâce à ses 5 frontières, le triomphe d'une révolution pourrait faire basculer cette fois définitivement l'ensemble du sous-continent latino-américain, il avait dû abandonner ses attributs si caractéristiques, délaisser son surnom et même changer de visage. Le Che était une figure extrêmement connue à travers le monde, extrêmement médiatique, et pour des raisons de sécurité, il devait se déguiser. Il devait adopter un accoutrement pour pouvoir passer inaperçu. Les techniques de camouflage étaient complexes. On lui a complètement changé sa dentition. On lui a aussi épilé les cheveux comme ça, un à un, pour qu'ils ne repoussent pas trop vite. C'était douloureux, très douloureux. Sous le regard amusé de Fidel Castro, les services secrets cubains, que le Che avait contribué à fonder, le transforment. Costume cravate, épaisses lunettes, mèches blanches et calvitie sur le sommet du crâne, le visage archétypal du révolutionnaire argentin est remplacé par celui plus banal et passe-partout d'un négociant uruguayen nommé Ramón Benítez. Mais malgré le talent des maquilleurs cubains, son image finit tout de même par le perdre. Car après plusieurs mois de guérilla dans les montagnes de Bolivie, Che Guevara est redevenu lui-même et commence à faire parler de lui. C'est même un journal qui évoque en premier sa présence et attire les regards des autorités et de la CIA. Des milliers de soldats boliviens encadrés par des instructeurs nord-américains sont lancés à sa poursuite. À l'issue d'un combat qui voit plus de 2000 hommes attaquer les quelques guérilleros encore en état de se battre et malgré une résistance farouche, Che Guevara est arrêté. Ramené dans le petit village de La Higuera, on le prend une dernière fois en photo vivant. Des soldats prennent la pose à ses côtés. Et puis, le 9 octobre 1967, au lendemain de son arrestation, on l'exécute. On se partage ses effets, on expose son corps dans un lavoir et l'on convoque la presse pour immortaliser l'événement.
Comme par une ironie du sort, pour parfaire l'analyse de ses empreintes, c'est dans les journaux du jour que ses mains coupées sont envoyées à une antenne de la CIA. C'est un trophée, ça apparaît comme une victoire formidable pour l'armée bolivienne, une victoire militaire et puis une victoire politique pour Washington. Ils avaient besoin de montrer qu'il était mort, de l'exhiber au monde entier. Et ils espéraient qu'en faisant ça, il saperait le rêve, qu'il donnerait la preuve de son échec et de l'idéal qu'il incarnait. Ces images font le tour du monde. Et c'est d'ailleurs sur leur foi que Fidel Castro annonce officiellement et en direct à la télévision cubaine la défaite du guerriero héroïque. Et pourtant, paradoxalement, le fait de faire filmer son corps dans cette position, avec son apparence physique, a participé à l'élaboration de son mythe. Et il est devenu un symbole révolutionnaire dans le monde. Et c'est vrai partout, aux États-Unis, en France, partout. Car afin d'effacer des mémoires l'image d'un Che Guevara gisant, la jeunesse rebelle de 68 préfère arborer le portrait du guerriero héroïque. Et c'est bien ainsi que malgré son assassinat en catimini, ses mains coupées et l'enfouissement de son cadavre à la va-vite au bord d'une piste d'aérodrome, Che Guevara est devenu l'un des plus grands mythes du XXe siècle. Parce qu'il continue de représenter sur les écrans comme dans les mémoires, l'exemple même du révolutionnaire intégral prêt à tous les sacrifices pour bâtir un monde libre, juste et solidaire. Une figure archétypale dont le capitalisme a cru un temps pouvoir s'accommoder, mais qui demeure le vivant portrait non pas de la révolte, mais de la révolution. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes